Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Kaiser Foot, votre podcast balado et maintenant vidéo diffusion concernant l'actualité du football allemand et de la Bundesliga en français. Vous le constatez, malheureusement, on a un de nos intervenants qui n'est pas là aujourd'hui, Anthony Tessier, qui est pris entre l'arbre et l'écorce, ou plutôt la Belgique, les études, le travail et Alouette, comme on dit chez nous. Mais vous le constatez aussi, nous avons notre Kaiser avec nous aujourd'hui pour cette émission mensuelle et qui, lui, oscille entre le golf, comme j'ai pu le constater, malgré la saison hivernale, comme quoi le vert et le blanc se marient très bien chez lui. Et quand je dis le vert et le blanc, ça peut aller aussi du côté des vins. Tout dépend de quel côté on se place. Hein? N'est-ce pas, mon cher David Lortoleri? Comment vas-tu aujourd'hui? Allô Mathieu, salut à tous, ça va bien, ça va bien. Ouais, il faut avoir plusieurs horizons, bien sûr. Est-ce que la Bundesliga en ce moment a un petit peu de mal à faire hein, sur la scène européenne, on a un petit peu de mal à regarder vers l'extérieur. Alors, il y aura encore des espoirs en Europa League, mais côté Ligue des Champions, on en dira forcément un mot dans les prochaines semaines. Tout est rassemblé sur le Bayern, bien sûr. Et puis, sur le plan personnel, content que ça ait repris, même si moi, je suis toujours un peu perturbé, Mathieu, en ayant un petit peu de recul par rapport aux longues trêves qu'il y avait par le passé, qui sont maintenant réduites, très réduites, hein, l'hiver en Allemagne, mais on n'a pas trop souffert de la neige sur le terrain, dans les stades. Donc, avec le fait que les spectateurs, les supporters reviennent aussi en ce moment tranquillement et doucettement dans les différentes enceintes sportives, on peut espérer, allez, croisons les doigts, on peut espérer avoir un printemps sportif sur la bonne voie et intéressant. Oui, hein, on parle de déconfinement après les ravages qu'a produit le variant Omicron, si je puis dire, un peu partout. Chez nous aussi, comme chez vous là-bas. Et puis, bon, et jouer à guichet fermé, enfin, non, pas jouer à guichet fermé, bien sûr, mais jouer à huis clos, c'est jamais évident pour personne. C'est valable pour les sports nord-américains ici. Je présume qu'en Allemagne, ça devait être compliqué aussi. Là, on commence à réouvrir, et ça, c'est de bon augure. On va espérer que durant la fin de saison, là, ce soit, on va dire, plus calme et que progressivement les gens reviennent encourager les différentes équipes qui se disputent le classement en Bundesliga. Toutefois, ça ne sera pas le sujet de l'actualité aujourd'hui. Parce que, bon, on vient de reprendre des activités comme convenu au mois de janvier et il peut se passer encore beaucoup de choses, mais on aura l'occasion d'en rediscuter lors d'une prochaine émission, par exemple. Pour cette fois, on va parler essentiellement du mercato qui s'est terminé justement à la fin janvier. Alors, évidemment, pandémie oblige, le mercato, ça peut sembler aux yeux de beaucoup de gens qui suivent l'actualité en la matière comme étant plutôt tranquille, hein, ou plutôt, disons, avare de grands transferts. Le plus bel exemple étant que Erling Braut Haaland est resté à Dortmund. Mais ça, c'est à notre plus grande satisfaction dans le foot allemand. On aime avoir un joueur de cette trempe terminer la saison au sein de cette équipe et de rajouter un peu de piment à la compétition. Donc, probablement que ce sera durant l'été qu'on verra cette pépite norvégienne trouver une nouvelle équipe ou un nouveau club pour continuer à être parmi l'élite du football européen. On verra bien à ce moment-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé dans cette période du mercato. Et comme convenu, on va résumer tout ça sous 5 sujets d'actualité. Mais dans les 5 sujets, bien entendu, il y en a un ou deux à peu près qui concernera soit indirectement ou pas le mercato. Mais le premier sujet, évidemment, ça concerne bien évidemment le mercato de façon générale. Et comme je le disais, il ne s'est pas passé de gros transferts. Et d'ailleurs, les grosses cylindrées n'ont pas bougé vraiment. Le Bayern, le Dortmund, il n'y a pas eu vraiment de changement dans leur effectif. On n'a pas eu de nouveaux arrivants. On n'a pas eu vraiment beaucoup de départs, ou si ce n'est qu'il y a eu quelques départs mineurs que tu pourras nommer. D'ailleurs, je vais t'en laisser le soin. Est-ce que ça veut dire que le contexte économique pandémique continue encore de frapper en Allemagne pour que justement il n'y ait pas eu de. Au sein même des grosses cylindrées, il n'y a pas eu vraiment de mouvement? Ou bien si on est relativement satisfait d'un côté comme de l'autre, des effectifs actuels pour lutter et continuer de compétitionner, que ce soit pour les compétitions européennes ou pour la Bundesliga d'ici la fin de la saison, David? Ben, tu as raison de proposer cette alternative, cette réflexion, Mathieu, et ces deux options, parce qu'effectivement, il y a un truc assez évident quand on regarde la balance, quand on regarde les chiffres, c'est que l'Allemagne a fait du Merkel. L'Allemagne a fait de la gestion. Et oui, et oui, et oui, je savais que tu allais t'étouffer avec ta tasse. Non, je ne me suis pas étouffé, j'ai juste rigolé.
il se trouve que dans les grands championnats, et c'est pas un hasard, hein, c'est une question une forme de rigueur, une forme de gestion. L'Allemagne est le seul pays où la balance est positive cet hiver. Il y a plus de départs sur le plan des euros dépensés, hein, ou récupérés. Il y a plus de départs que de coûts. C'est environ 5 millions d'euros de bénéfices pour la Bundesliga entre les départs et les arrivées. Alors qu'en première ligue, c'est moins 138. Dans la Liga espagnole, c'est moins 56. En Serie A, c'est moins 48. Et en Ligue 1, c'est moins 16. Et l'Allemagne est la seule à avoir une balance positive. 67,5 millions d'euros récupérés par les clubs, 62,6 dépensés. Sont des sommes assez réduites. Clairement, il faut faire le constat qu'on a plus cherché à épargner cet hiver qu'à briller sur le marché, qu'à jouer des coups onéreux, qu'à tenter des risques financiers importants. On peut évoquer quelques contre-exemples, mais ils sont finalement assez contraints, assez rares, assez modestes aussi. Même s'il y a le cas Kruse, mais c'est même pas le plus cher. On va y revenir après. On va en reparler tantôt, voilà, ça. Bien sûr. Mais donc, l'idée, c'est de réussir des coûts à moindre coût, des coûts COUPS à moindre coût COUT. Et c'est clairement l'idée. Et il y a aussi, je suis d'accord avec ta deuxième proposition, il y a aussi une certaine satisfaction dans les gros effectifs, à tel point même que Bayern, Dortmund et quelques autres aussi ont laissé partir plus de joueurs qu'ils n'en ont recruté. Les deux premiers cités n'en ont même recruté aucun. Si on laisse partir 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs même parfois, voire plus, dans certains clubs, c'est qu'on estime soit que l'effectif était un peu trop gros, soit qu'on n'a pas besoin de toute cette concurrence et qu'il y a des joueurs qui ne jouent pas suffisamment et qu'on avait ouvert la porte pour qu'ils partent moyennant un petit chèque. Donc forcément, il y a une certaine satisfaction sportive, il y a une crainte de ne pas dépenser inconsidérément au moment où il y a moins de rentrée d'argent, parce que la Bundesliga, vous le savez, vous êtes habitués maintenant, une partie de ses recettes non négligeables vient de la billetterie habituellement, et aujourd'hui la billetterie est très fortement réduite. Donc voilà, c'est la finance qui prend le dessus, et sportivement, moi je trouve que globalement, il y a une certaine satisfaction, notamment chez les gros, et ces deux options, ces deux affirmations que tu as données d'emblée, Mathieu, regroupées, sont pas loin de la réalité finalement à l'arrivée. On a la volonté d'économiser et on a la volonté aussi de faire confiance au groupe qu'on avait constitué l'été dernier. En tout cas, une chose est sûre, il y a une constante quand même avec même un mercato qui n'est pas dans une situation pandémique en Bundesliga, c'est qu'on cherche, je dirais pas à faire des profits pour reprendre un terme peut-être trop facilement, mais plutôt ce que tu as évoqué au début, ce que j'appellerais la balance. Hein, on veut peut-être évidemment vendre plus qu'on achète. Et ça, en Allemagne, on évite, ça c'est une tradition, on évite de surdépenser, de jeter son argent par les fenêtres, et Dieu sait que ce n'est pas les moyens qui manquent. Là. On évite une surenchère inutile. On n'obéit pas vraiment aux lois, supposément aux dites lois du marché. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours fait sourire et qui me plaît en général. Maintenant, tu as glissé un mot sur Max Kruse, c'est le deuxième thème de notre émission. L'équipe qui a été la plus active, c'est Wolfsburg. Alors, Wolfsburg, au niveau du mercato, ils ont été chercher Max Kruse à l'Union Berlin. Moi, ce qui a déjà été une surprise pour moi, mais encore plus surprenant, c'est qu'ils ont laissé partir leur meilleur buteur et un des meilleurs buteurs de la Bundesliga, pour ainsi dire, Wout Weghorst, qui est parti en Angleterre. Wout Weghorst, depuis quelques saisons, moi je l'ai déjà dit ici, moi, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Mais là, maintenant, il est allé voir ailleurs. Il est parti, donc, en Angleterre, qui, eux, n'hésitent pas à dépenser de l'argent, si je peux dire. Et maintenant, il est rendu à Burnley. Et je salue nos 3 Lions qui en ont certainement parlé en long et en large dans leur podcast. Mais toujours est-il que, pour en revenir à Wolfsburg, qui a été très, très actif, c'est quelle stratégie que ça dévoile sur cette équipe? Il faut dire que Wolfsburg n'a pas de bonne saison. C'est même décevant. Une 12e place au moment où on se parle au classement de la Bundesliga. On est loin des attentes. Là, on est allé chercher quand même, ça c'est un gros coup que moi je considère, là, peut-être même le plus gros coup du mercato, Max Kruse à l'Union Berlin. L'Union Berlin qui, contre toute attente au classement, là, au moment où on se parle, sont, je crois, 4e, 3e ou 4e au classement.
ils sont dans le haut du pavé, ils sont encore meilleurs que l'an dernier. À chaque fois qu'on s'imagine que ça va finir par descendre un jour, ben non, l'Union continue de gravir une marche à la fois le classement Bundesliga et continue de surprendre, j'imagine, beaucoup de pronostiqueurs, beaucoup d'analystes, même probablement les plus assidus en Allemagne comme ailleurs en Europe. Mais là, un de ses meilleurs joueurs vient de partir, alors probablement que ça va être plus difficile pour l'Union Berlin de se classer parce qu'on ne remplace pas Max Kruse comme ça, alors que pour Wolfsburg, ben on compte sur lui pour remonter au classement, mais quand même, là, globalement, là, qu'est-ce qu'il faut détecter de cette stratégie au niveau du mercato de la part de Wolfsburg? Est-ce qu'on va chercher Max Kruse parce qu'on voulait sauver un peu la face à cause de Wout Vegas puis il faut absolument monter au classement? Mais il y a eu d'autres joueurs là, qu'on est allé chercher. Je n'ai pas mentionné tous les joueurs puisque j'ai dit qu'on était le plus actif. Est-ce que clairement, le Wolfsburg, là, ils ont tapé un peu dans la caisse pour se dire, ben là, une 12e place, c'est insuffisant. On veut finir plus haut classement, puis si possible encore, accrocher une place européenne d'ici la fin de la saison, puisqu'on croit que c'est encore possible. L'objectif, à mon avis, n'est pas aussi ambitieux pour cette fois. C'est simplement de se redresser d'abord. Weghorst était un petit peu en partance, était un petit peu sur le départ. On savait que il y avait un petit peu quelques sirènes qui fredonnaient à ses oreilles. On le lâche pour un peu moins de 15 millions d'euros vers l'Angleterre. Wolfsburg n'a plus l'envergure financière qu'il a pu avoir il y a encore quelques années avec son gros sponsor Volkswagen, le groupe en tout cas. Et donc on est un peu moins dispendieux peut-être. Même si c'est le club qui a été le plus actif, tu l'as dit, sur le marché des transferts en Bundesliga. Remplacer Weghorst par Kruse, ça peut paraître plutôt pertinent parce que Max Kruse, c'est une patte gauche, c'est un battant, c'est un joueur qui peut avoir une influence sur les coéquipiers, sur le groupe. On sait quand même qu'à Wolfsburg, les derniers temps, on était un peu désemparé par rapport à un vestiaire qui partait un petit peu dans tous les sens, avec des joueurs qui pensaient d'abord à leur propre ego, qu'à la logique de groupe, avec un entraîneur qui n'avait pas réussi à pénétrer justement ce vestiaire, le précédent, Mark Van Bommel, remplacé assez vite. Donc je trouve que ce move, comme on dit dans le poker aux États-Unis, il est plutôt réussi. Ça a coûté un peu d'argent, mais après tout, 5 millions d'euros pour Kruse. Bon, il a passé la trentaine, c'est vrai, mais ça paraît très pertinent et ça peut aider un petit peu à se redresser. Surtout que ce transfert est accompagné par d'autres paris aussi. Alors lui, c'est pas un pari parce que ça va réussir, Kruse. C'est quand même, il y a 33 ans, c'est pas un genou. Là. Oui. Il y a Kevin Paredes qui arrive de DC United pour 6,5 millions. Oui. Jonas Wind qui vient également du FC Copenhague. Exactement. Mais, par contre, ça vient, il y a eu beaucoup de joueurs qui sont partis. Marvin Stefaniak est parti. Admir Mehmedi est parti également. Daniel Ginczek. Tous des joueurs qui étaient offensifs ont quitté le club. Et même pour ce qui est du plus défensif, un joueur dont certains Français ont du mal à prononcer le nom de famille, Joshua Guilavogui, qui retrouve la Ligue 1. Qui a été prêté aux Girondins de Bordeaux. Alors, je ne sais pas si vraiment pour lui, c'est un transfert gagnant là, comme prêt. Mais bon, ça fait autant de départ et d'arrivée. C'est pour ça que je dis que ça a été l'équipe le plus actif. Effectivement, j'ai fait exprès de ne pas le mentionner non plus. Wout Vegas allait partir libre peut-être durant la saison estivale pour arriver à la fin de contrat. En quelque part, Wolfsburg s'évite, si on veut, de le laisser partir gratuitement. Ça, au moins, il faut le souligner là, sur ce plan-là. Mais maintenant, donc, Wolfsburg a beaucoup bougé. Est-ce que ça va donner les résultats escomptés? Moi, j'ai un point d'interrogation, pour parler franchement. Oui, on est loin de cette équipe, de cette espèce d'esprit de groupe assez incroyable qu'il y avait eu à la fin des années 2000 avec Misimovic, Grafitsch, Dzeko et ce groupe champion d'Allemagne en 2009. Aujourd'hui, il y a quelques exceptions, bien sûr, qui sont des fidèles à Wolfsburg. Maximilian Arnold, voilà un bon soldat de club. Quelques autres aussi, mais ils sont rares. Et puis, ça fait pas un collectif. Et à Wolfsburg, aujourd'hui, on a la sensation qu'on est plus de passage que vraiment avec une identité club. Alors, il y a d'autres clubs où on est de passage. Il est bien évident que Erling Haaland ne va pas rester 10 ou 12 ans à Dortmund, par exemple. Mais
ça donne pas un très bon signal. Et quand tu fais la balance de tous les noms qu'on a prononcés là, les arrivées, les départs, tu sens pas forcément un électrochoc qui soit décisif pour faire de Wolfsburg, qui serait 14, 15 ou 16e, le 6 ou 7e à la fin de la saison, voire mieux. Non, on n'en est pas là. C'est un correctif, ce marché hivernal. C'est Wolfsburg qui tente les plus grosses corrections. On peut attendre de bonnes surprises, mais il ne faut pas non plus imaginer que le club réussisse une magnifique série comme l'Union Berlin a pu le faire. Un mot justement sur l'Union Berlin, Mathieu, parce que le grand défi, évidemment, maintenant, c'est de compenser le départ de Kruse et de quelques autres. Il y a quand même 2 joueurs importants qui sont partis. Et Kruse est la tête de pont, mais ce n'est pas le seul. Et maintenant, on va encore tester le savoir-faire de l'entraîneur suisse Fischer pour savoir si Union Berlin peut se maintenir. Une des possibilités pour se maintenir, ce sera peut-être l'inconstance des adversaires principaux. Pardon. Mais évidemment, au-dessus, c'est inaccessible. À partir du moment où Leverkusen est en train vraiment de monter en puissance, où Dortmund a trop d'avance et où le Bayern est intouchable, on ne peut pas espérer mieux pour l'Union Berlin. Donc malheureusement, ça ne peut être que moins bien. Je crains. Même si ce diagnostic est peut-être un peu hâtif, je ne vois pas trop l'Union Berlin continuer à s'imposer. Alors, il va y avoir l'état d'esprit, il va y avoir l'esprit de groupe, il va y avoir le savoir-faire de l'entraîneur, mais on imagine mal l'Union Berlin aller plus haut. Oui, effectivement, l'Union Berlin a transféré également son milieu de terrain, Marvin Friedrich, au Borussia Mönchengladbach. Et le Borussia Mönchengladbach qui, eux, ont dit au revoir à leur milieu de terrain, Denis Zakaria. Donc, il y a eu une perte qu'on a compensée avec une autre. Il y a eu aussi des transferts que j'ai remarqué aussi. Juste revenir un petit peu rapidement, le seul mouvement qui a été souligné au Bayern, c'est le départ de Michael Cuisance, dont on a parlé en long et en large ici à l'émission. Il est parti à Venise, en Italie. D'ailleurs, il y a beaucoup de joueurs de la Bundesliga qui sont partis en Italie dans ce transfert. 2 jeunes du Borussia Dortmund également ont quitté respectivement Tobias Reich pour Greuther Fürth et Ansgar Knopf pour Francfort. Sinon, on ne note pas autre chose. Du côté du Red Bull New York, les connaisseurs de la MLS qui aiment bien parler de la synergie Red Bull, eh bien, Leipzig a récupéré des New York Red Bull la jeune espoir Caden Clark, 18 ans. Joueur également un peu comme Tyler Adams. Je dis ça, là, c'est pas le même profil. Mais Caden Clark, qui a impressionné ici chez nous, c'en est un autre un peu comme Tyler Adams qu'on voit évoluer, grandir au sein de cette synergie, Red Bull. Alors, il y a eu aussi un jeune Candido qui vient du Brésil qui a été transféré là-bas. Ensuite, il y a eu aussi des transferts, et ça, je voulais comme le remarquer ici. Et ça va nous amener à notre autre sujet, c'est-à-dire les Américains, parce que c'est vraiment une Bundesliga de plus en plus américaine. D'abord, évoquer les espoirs. Ricardo Pepi, qu'on a aimé aussi en MLS, et qui débarque à Augsbourg. On a parlé tantôt de Kevin Paredes de Wolfsburg, et là, il y a eu Caden Clark. Mais il y a eu aussi George Bello, qui est à la fois d'origine nigériane, mais qui est américain, et qui a joué à Atlanta et qui débarque maintenant à 20 ans. Un arrière-gauche qui débarque donc en Allemagne. Et Hoffenheim qui s'est fait prêter un jeune espoir de Dallas, Justin Che. Bref, ça alimente encore une fois ce que j'appellerais l'arrivée d'Américains en Bundesliga. C'est ça notre 3e thème, David. On en voit de plus en plus d'Américains. Quoique, il y a des Canadiens aussi qui s'en viennent, je pense, qui vont être considérés en Bundesliga. Il y a eu une rumeur, notamment, voulant que Jonathan David, qui va certainement être vendu durant l'été, pourrait se retrouver en Bundesliga et des clubs de Bundesliga qui sont intéressés à l'acquérir parce que ce serait étonnant que quelqu'un pèse plus de 100 millions, là, à moins que l'Arabie Saoudite et Newcastle vont jeter leur argent par les fenêtres pour aller le chercher. Je dis ça, je dis rien, là, c'est un peu une blague. Mais un joueur comme Jonathan David pourrait, connaissant Alphonso Davies avec le Bayern, il pourrait très bien dire hey, Jonathan David joue avec lui au Canada, là, et là, Robert Lewandowski veut partir, on cherche un attaquant, pourquoi on ne se tournerait pas vers lui? Je souligne ça un petit peu au passage. Donc, il y a des joueurs qui évoluent dans le circuit nord-américain qui intéressent de plus en plus les Allemands, les dirigeants de Bundesliga. Est-ce qu'on doit y voir juste une tendance ou bien s'il y a une mentalité avec cette ouverture ou ce regard moins méprisant de l'Amérique et du soccer et du football qui se pratique ici, en Allemagne, qui fait que c'est quelque chose qui va se maintenir. Ce ne sera pas une mode passagère là, en matière de recrutement là, parmi les clubs de Bundesliga, David.
Mais il y a déjà une capacité d'accueil, si je puis dire, sans parler, sans vouloir rentrer dans le lexique des migrants. Ah Euh, là, c'est vrai. On fera pas de politique, mais quand même, non, ayons bon esprit. il y a déjà une capacité d'accueil. D'ailleurs, ça me permet, toute petite parenthèse, de mentionner que Rishan Hwang, le Coréen qui n'a pas réussi à s'imposer à Leipzig et qui était déjà prêté aux Wolves, est parti définitivement. 17 millions d'euros hein, quand même dans les poches du RB Leipzig. Euh, euh, c'est un exemple simplement pour dire qu'il y a déjà une ouverture. On est ouvert vers la France, évidemment. Nous, des deux côtés de la frontière, on voit bien qu'il y a des échanges favorables dans le sens France-Allemagne, où les Français, les jeunes Français, comme Christopher Nkunku, viennent tenter leur chance et ils Ben, réussissent de très belles choses. justement, Euh, Ricardo Pepi, dont j'ai parlé tantôt, le transfert est pas loin de 17 millions et aussi, oui, ce qui est c'est le beaucoup plus cher d'argent. de l'hiver en Pour Allemagne. un Oui, jeune oui. espoir de 18 ans, mais c'est vrai que Ouais. Dallas en forme beaucoup. Là. J'ai parlé de Justin Shea tantôt, mais Ricardo Pepi, c'est un. Moi, je l'ai vu jouer à 18 ans, c'est déjà un bon joueur. J'espère qu'il n'est pas parti un peu vite, là, mais Coxbourg dépense 17 millions. Oui, C'est vrai qu'avec les transferts à 100 millions, on se dit c'est quoi 17 millions, mais là, on parle d'une pépite, mais qui n'a pas confirmé, mais qui a 18 ans quand même. C'est beaucoup d'argent. Je trouve que c'est quand même beaucoup d'argent. oui, c'est un pari de leur part. On investit dans l'avenir, quoi. Mais il y a deux choses, moi, que je voudrais rappeler dans le paysage, dans le décor des éventuels voyages de l'Amérique du Nord, notamment les États-Unis et vers l'Allemagne. C'est qu'il y a deux choses. La première chose, c'est peut-être le contexte le plus abstrait, mais pour moi, c'est un élément qui compte, c'est l'histoire américaine en Allemagne. À partir des années 1940, et puis derrière aussi, la présence américaine, la trace américaine, l'impact américain sur la société allemande, l'influence culturelle, l'influence gastronomique, le terme est peut-être un peu fort, mais vous voyez ce que je... Les chewing-gums, les burgers, bon, il y a un rapport américain, il y a une influence américaine positive dans le sens que c'est un apport bienveillant si on veut, même si derrière il peut y avoir des pensées commerciales, etc. Mais mercatique, mais il y a cette influence évidente, il y a cette trace évidente de l'Amérique du Nord et particulièrement des États-Unis, mais du Canada aussi, hein, secondairement, parce que ça c'était aussi la France, militairement, vers l'Europe de l'Ouest et vers l'Allemagne de l'Ouest et la France, mais qui nous intéresse moins aujourd'hui. Ça c'est un premier plan. Un premier point, pour moi, ça fait partie du décor. Et la deuxième chose à laquelle on peut penser aussi, parce qu'on l'évoque pour d'autres pays, et notamment pour la France vers l'Allemagne avec les bons exemples, Lizarazu, Papin de Grémointe, Sagnol, il y a quand même de très très bons exemples américains, parmi les plus connus, dans la Bundesliga. Timothy Chandler à Francfort, alors il y a une histoire particulière évidemment, mais c'est un Américain qui réussit sur le long terme à Francfort et qui apporte énormément de ciment à l'équipe de Francfort. C'est un exemple. Et puis, il y a eu le passage de Christian Pulisic, alors qui était très jeune avec Dortmund et qui est parti derrière pour une forte somme vers l'Angleterre. Mais ça avait marché aussi assez bien pour lui. Donc ça, c'est deux exemples. Un ancien qui est resté et un jeune qui est parti vers un étage plus lucratif derrière. Pour moi, ce sont des appels d'air réels. Alors, je ne sais pas, vu des États-Unis, si ces gens, si ces noms-là parlent beaucoup aux amateurs de soccer et de football aux États-Unis pour venir vers l'Allemagne. Mais pour moi, ça fait partie aussi du paysage. C'est un élément aussi. Et puis après, le troisième truc, c'est que les recruteurs allemands sont présents sur le continent nord et sud-américain, bien sûr. Ça fait partie aussi des radars. Ça fait partie des choses qu'on regarde. Pour moi, ce sont déjà deux, trois éléments intéressants pour se dire, oui, il n'y a pas de raison qu'on tente des coups. Et puis après, évidemment, il y a l'extraordinaire réussite, même si pour nous, ce n'était pas 100% de surprise, il y a l'extraordinaire réussite d'Alfonso Davis, dont l'absence, là, est tant bien que mal couverte par Lucas Hernandez, par Pavard, par Kimmich, qui ont d'autres qualités, mais un Alfonso Davis, quand il est plus sur le terrain au Bayern, ça se voit. Il y a moins de vitesse, il y a moins de dynamisme, il y a moins de folie. Voilà, donc tous ces exemples-là, tous ces noms, tous ces individus, toutes ces traces laissées culturellement, sportivement, pour moi, sont une espèce d'effet d'entraînement pour la suite. Et tous les noms que tu as cités qui sont moins connus ont le droit de réussir aussi
plus ou moins probablement, hein, parce qu'il faut quand même un certain bagage, il faut une capacité à s'adapter, il faut une capacité aussi à démontrer ses performances sans avoir peur, ce qu'Alphonso Davies a fait très très bien. Tout le monde n'a pas forcément ses qualités mentales et physiques, mais moi je pense que les recruteurs, les entraîneurs, les présidents en Allemagne ont la même vision que moi, c'est-à-dire welcome. Willkommen. Ah, c'est bien dit. Mais en quelque part, moi, ça me laisse à penser aussi qu'il y a une affinité peut-être, Oui, étant donné le caractère très hétérogène du style de jeu de la MLS, le foot qui se pratique en Allemagne est forcément attiré probablement par la manière dont les joueurs peuvent apprendre et se développer là-bas. possible, Et possible. au point où on va les chercher jeunes et ils continuent leur développement. Ça fait pas d'eux des joueurs qui vont être exceptionnels partout. Tu parlais de Christian Pulisic tantôt. Le Canada a su le maintenir au silence dans la victoire contre les États-Unis récemment. Là, je ferme la parenthèse. Comme quoi, il part des trous d'air des fois. Ça arrive aux meilleurs joueurs. Mais ça dénote que le niveau de compétition, évidemment, quand au plan qualitatif, ben, tu évolues dans un univers où tu peux grandir et là, après, tu te retrouves dans un autre univers où tu peux poursuivre ton développement. Et je pense que la Bundesliga, en ce sens-là, je ne dis pas que c'est une ligue de développement, mais il y a quelque chose pour s'y épanouir dans la façon de jouer, dans la façon dont les clubs se présentent et de façon très professionnelle. Ben, en quelque part, je trouve que c'est un plus pour tous ces joueurs-là. Alors, quand ils sont transférés là-bas, et c'est pas pour minimiser les autres pays, il y a d'autres clubs ailleurs qui développent aussi très bien leurs joueurs, et ça amène une diversité, ça c'est sûr. Mais c'est clair que ce qu'on voit actuellement en Allemagne, cette tendance-là, regardez du côté de l'Amérique, je pense pas, moi, que ce sera une mode passagère. Tant et aussi longtemps qu'un circuit comme la MLS, et là, il y aura aussi la CPL de plus en plus, vont continuer de fournir en termes de quantité et en termes de qualité des choix et une façon aussi de regarder ailleurs. Surtout considérant que l'Allemagne, c'est pas une ligue, comme on l'a dit tantôt, qui a tendance à trop dépenser, ou plutôt que d'aller chercher une valeur sûre et de la surpayer, puis finalement être déçu peut-être, mais on préfère investir dans quelque chose qui coûte peut-être cher, entre guillemets, parfois pas cher, mais qui peut rapporter plus tard, peut-être pas nécessairement juste en termes monétaires, mais aussi en termes sportifs sur le terrain. Et ça, c'est quelque chose qui rend le caractère compétitif de la Bundesliga encore plus intéressante. Parce que on s'imagine que parce qu'il y a des clubs riches en Allemagne, c'est vrai qu'il y a une inégalité, mais dans les équipes qui dépensent moins, je sens qu'il y a une certaine une force dans la compétition. Et quand on les voit affronter d'autres clubs européens, ben, ces équipes-là ne reculent pas. On le voit là aussi de ce côté. Et pour moi, ben, c'est tout bénéf, comme on dit chez vous, pour ces joueurs-là et pour cette façon de fonctionner. Puis je dis ça, je sais très bien, tu as parlé du mode migrant. Je suis persuadé que l'Allemagne ne regarde pas qu'aux États-Unis pour aller chercher des joueurs étrangers. Puis d'ailleurs, tu l'as très bien souligné. Tu as même remonté historiquement à l'époque où il y avait effectivement un bassin français qui est toujours là, par exemple, et qui joue en Allemagne, hein, pays très, très voisin. Alors, j'ai hâte de voir quelle sera la suite des choses. On regarde aussi beaucoup, par exemple, sur Giovanni Reina, cet espoir américain à Dortmund, qui est un des plus gros potentiels. Ça reste donc à suivre. Et là, j'ai évoqué la rumeur Jonathan David. Bon, je fais un peu de pub. Là. Moi, c'est bizarre, mais j'aimerais bien le voir jouer en Allemagne après son passage en France où il nous impressionne. Moi, j'aime bien ce qu'il fait à Lille, tellement que je me suis procuré son chandail. Et puis, au Canada, ben, Jonathan David, il a 20 buts en 29 matchs. Alors, il risque de battre pas mal de records d'ici... s'il n'est pas blessé, d'ici l'évolution de l'équipe canadienne, d'ici la Coupe du Monde 2022, peut-être, on va voir. On verra. Quatrième thème maintenant, David, c'est une question que moi j'aime beaucoup poser. Le transfert qui passe inaperçu en apparence, mais qui pourrait devenir payant à partir de la seconde moitié de saison, là, au moment où on se parle, donc un peu plus à court terme, quoique ça pourrait être payant plus tard. Mais tu l'as dit d'ailleurs en début d'émission, puis c'est tout à fait vrai, les mercatos hivernaux sont généralement des mercatos un peu de réparation, de sauvetage. On essaie de colmater quelques brèches, on essaie un petit peu de corriger ce qui n'a pas fonctionné dans la première moitié de saison. Ben, vu sous cet angle-là, est-ce qu'il y a un transfert qui, à première vue, passe sous le radar, mais qui pourrait avoir une influence positive? Et là, je ne parle pas du départ de Christophe Piatek en prêt, qui est parti de l'Hertha Berlin, qui est parti à la Fiorentina. Là. Ça compte pas. L'Hertha Berlin a perdu quand même un gros nom. Quoique la façon dont l'Hertha Berlin joue, je me dis que c'est peut-être pas nécessairement la plus grosse des pertes. Là. Mais non, je vois plutôt quelque chose, un joueur qui est arrivé, que ça serait le temps peut-être qu'on le découvre un peu et qui
pourrait, là, tu sais, là, attention à ce joueur, là, comme on dit, là, gardez un œil sur lui là, dans sa deuxième moitié de saison, puis ça pourrait aider sa nouvelle équipe à gravir quelques échelons, à causer quelques surprises, voir que ce soit pour se sortir plus vite de la zone rouge ou pour grimper au classement et qui sait espérer une place européenne tout à coup dans le dernier droit. Il y a plusieurs possibilités, là, David, mais je te laisse voir exactement quel est ton choix parmi là, ce que j'appellerais là, les transferts sous-estimés. J'ai un choix contre-pied pour vous faire rire et pour vous faire réagir aussi. Bon. Et puis surtout, un choix qui correspond exactement au sens de ta question. Le premier choix, c'est une petite pirouette, c'est Corentin Tolisso, parce que ça n'est pas un transfert, mais Corentin Tolisso est réapparu en lumière, alors qu'il était très clairement, doucettement placardisé. Il est réapparu en lumière avec l'absence conjointe de messieurs Kimmich et Goretzka au milieu de terrain du Bayern. Kimmich est revenu, Goretzka, il a fallu patienter un peu plus, de telle sorte que Tolisso, on peut le considérer comme un transfert, d'autant plus qu'il était parti quasiment. Enfin, je veux dire, il n'y avait plus tellement d'espoir de le conserver. Puis on s'est aperçu que, ah ben oui, Tolisso, c'était quand même ce gars qui était décisif. Enfin, je veux dire, il marque de beaux buts, il marque des buts importants, il a un impact sur son équipe. Il a un talent assez enfin, je veux dire, c'est assez fascinant quand même ce gars-là. Et ça, c'est un vrai transfert pour le Bayern, c'est-à-dire que c'est un renfort de poids. Mais ça n'est pas un transfert au sens strict. Et donc, je passe sur. Mais j'aime bien ton approche, je t'interromps une seconde, j'aime bien ton approche parce que même ici en Amérique du Nord, quand on parle d'échange ou de transaction, c'est le terme qu'on utilise ici, on parle beaucoup justement, quand on sort du sens strict, de la transaction qui ne se fait pas, mais un peu le retour du joueur qui n'a pas joué, parce qu'il était blessé ou qui a été mis de côté. Et là, tout à coup, il revient et puis, hop, il joue un rôle effectivement dans l'effectif. Et là, on parle de la transaction qui ne s'est pas fait, mais qui est un peu là parce que, dans le fond, c'est un peu comme un nouveau joueur qui arrive d'une certaine façon. Et alors, je comprends le principe. Les médias allemands aiment bien souligner ça. Et puis, alors, c'est souvent dû à un changement d'entraîneur qui refait confiance à quelqu'un qui n'était plus dans les papiers. Mais là, c'est même pas le cas. Il y a le même entraîneur qui a simplement eu à faire avec ce qu'il avait. Et ça a profité à Tolisso. Ça a deux intérêts qui ne sont pas, pour le coup, conjoints. Premier intérêt, c'est qu'il redémontre, pour moi, il n'y avait pas de doute, mais il redémontre qu'il est compétitif et qu'il peut donc rester au Bayern. Ou à l'inverse, si on veut vraiment s'en séparer parce qu'on estime qu'il y a un embouteillage au milieu de terrain axial, on peut peut-être le monnayer à un prix un peu plus élevé que s'il ne jouait jamais. Non, pour moi, le transfert qui va être enfin, attention, c'est pas Messi non plus, mais il y a un transfert qui va faire beaucoup de bien à Mönchengladbach qui est en pleine déroute. C'est évidemment Marvin Friedrich en provenance de l'Union Berlin. Un joueur dont j'ai parlé tantôt. Oui, un joueur qui n'est pas un inconnu, un joueur qui parlera à ceux qui s'intéressent à la Bundesliga au moins une fois par semaine, en regardant jouer l'Union, en ayant constaté que ce joueur était alors là pour le coup, un vrai taulier, mais quasiment au sens concret du terme. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans ce joueur-là, vous avez l'impression de rentrer dans un mur de tôle, ça fait du bruit et ça fait du froissement et du dégât, c'est un vrai guerrier. Et évidemment que ce joueur-là est un formidable transfert pour Mönchengladbach. Ça n'est pas un joueur qui va marquer 20 buts dans la saison. Ça n'est pas un joueur qui va vous faire 50 parades parce qu'il n'est pas gardien. Ça n'est pas un joueur très, très visible. Mais Dieu qu'il est important, qu'il est efficace, qu'il est utile, ce joueur-là. Et quand Mönchengladbach, on l'a constaté, était en pleine déroute, perdait match sur match, n'arrivait plus à marquer de but, n'arrivait plus à trouver d'identité, n'arrivait plus à trouver de pertinence, de qualité. Quand Pléa et Thuram étaient complètement en dehors des radars, on se disait qu'est-ce qui va pouvoir les sauver. L'arrivée de Marvin Friedrich est évidemment essentielle pour Gladbach. Je pense que ça peut aider à les redresser. Un joueur ne fait pas évidemment la destinée d'un club, mais c'est pour moi le transfert le plus pertinent de cet hiver, jusqu'à preuve du contraire évidemment, parce que Kruse peut faire des étincelles à Wolfsburg, parce que Pepi a le droit de se déclore, mais pour moi Marvin Friedrich, très important. Tu as peut-être toi à l'esprit, Mathieu, des joueurs peut-être plus jeunes et moins connus, mais pour moi, vis-à-vis de notre auditoire aussi, des internautes qui nous écoutent, il est important de souligner l'apport que peut avoir Friedrich pour vraiment stabiliser cette équipe de Gladbach, et à défaut de rebondir vraiment,
au moins se stabiliser pour éviter d'avoir peur de descendre. Ah oui, tout à fait. Puis j'ai bien hâte quand même de voir si ce que tu dis à propos de Corentin Tolisso, pardon, se réalise, parce que c'est pas un joueur que je déteste, moi, personnellement. Et je trouve qu'il a été malchanceux, en quelque part. Les blessures, parfois, hein, c'est pas quelqu'un, je trouve, qui néglige là, son hygiène de vie. Mais malheureusement, il a été blessé plus souvent qu'autrement. Il n'a jamais eu vraiment l'occasion de se faire valoir avec le Bayern, autant que je l'aurais souhaité moi-même. Et j'espère qu'il aura la chance justement de faire sa marque. Et là, c'est peut-être le bon timing pour lui, là, au moment où on se parle. La fenêtre de transfert étant terminée, il est toujours avec le Bayern. Il a peut-être des points à gagner là, auprès de Julian Nagelsmann. Mais il y a des coéquipiers, je pense. Je suis persuadé, moi, qu'il y a des coéquipiers dans le vestiaire qui ont confiance en lui. Ça me fait pas de. Ça ne fait pas de doute dans mon esprit. Donc, j'ai hâte de le voir Pardon. J'ai hâte de le voir évoluer. Moi, il y a 2 joueurs qui me viennent à l'esprit dans les transferts que j'ai hâte de voir exactement ce qu'ils vont faire. Je pense d'abord à Sardar Azmoun, qui débarque au Bayer Leverkusen. On parle d'un attaquant iranien qui devait arriver libre cet été du Zénith Saint-Pétersbourg. Là, il a été transféré pour 4 millions. Est-ce qu'il va apporter quelque chose au Bayer Leverkusen, un peu de sang frais là, au niveau de l'attaque? Ça pourrait ne pas être perdu. Surtout que le Bayer Leverkusen est dans une course là, pour terminer dans le top 6. Donc, pour moi, c'est pas perdu. Et dans les jeunes, il y en a un autre, moi, je vais saluer encore une fois mes amis belges dans la foulée, mais il y a un jeune joueur, Hugo Siquet, que le Standard Liège a transféré pour à peu près 4,5 millions. C'est un jeune espoir belge et qui s'en va à Fribourg. Alors là, évidemment, encore Fribourg, les gens qui me connaissent. Oui, j'ai une petite attention pour cette équipe, j'ai un peu de sympathie pour cette équipe de Fribourg qui, moi, arrive à faire beaucoup avec peu. Donc, j'ai hâte de voir dans cet environnement-là ce qu'un jeune espoir comme Hugo Siquet en Belgique, que je ne connais pas beaucoup, mais connaissant ces dernières années, on a vu ce que la Belgique a produit comme joueur de qualité. Et on attend une relève. Et là, j'ai hâte de voir ce que cette relève-là va valoir. Mais dans le contexte à Fribourg, où il y a de la place pour les jeunes, je ne pense pas qu'il va tout révolutionner, mais est-ce qu'il va apporter quelque chose au poste de latéral droit? C'est un poste qu'on sous-estime souvent dans le foot. Pour lui, il y aura peut-être une occasion de se manifester. Alors voilà, c'est un peu mes 2 choix là, sur lesquels j'avais envie de porter attention. Très pertinent, Mathieu. Et quand on voit l'éclosion alors je vais le prononcer à l'allemande, Schade ou Shade, si vous voulez, pour prononcer dans un autre flow à Fribourg, ce jeune-là à qui on donne sa chance. Oui, c'est un endroit où on peut avoir sa chance. Attention, avec Christian Streich, on a sa chance, évidemment. On est couvé, on est protégé, mais on doit aussi donner de la performance. Et on n'est pas, c'est pas une garderie, c'est pas parce que c'est Fribourg, petite ville sympathique de région, qu'il n'y a pas pour autant une forte concurrence. Donc il faut aussi s'y imposer. Mais c'est très intéressant à suivre, tu as totalement raison. Oh oui, non, je sais que Christian Streich, c'est pas un gardien ou un pion d'école là, non plus. Là, c'est pas quelqu'un qui oui, donne des chances, mais il faut que tu mérites pour le conserver. Eh oui. Mais quand on voit les résultats, on se dit qu'il y en a beaucoup qui arrivent à saisir cette chance-là à Fribourg quand même. Et c'est une équipe qui montre beaucoup de caractère, qui craint généralement personne sur le terrain et puis qui accepte très, très bien de vivre d'abord avec, je parle des partisans cette fois, avec un budget probablement beaucoup plus bas que les grosses cylindrées en Allemagne, mais qui, au contraire, toujours trône dans le haut du classement année après année et arrive à faire beaucoup avec peu. Moi, ça m'impressionne beaucoup. Puis évidemment, on joue dans un stade avec un paysage de la forêt noire qui est très beau. Ils ont un beau maillot d'ailleurs qui reflète cette forêt noire, Fribourg également. Mais moi, j'aime bien les équipes qui arrivent à faire beaucoup avec peu et qui montrent un jeu assez attractif, qui montrent du caractère et qui arrivent à plus souvent qu'une fois, à battre des grosses cylindrées aussi, à les prendre de court et de voir... tu m'as raconté les anecdotes sur Christian Streich et tu l'as fait ici dans cette émission. Il y a quelque chose chez lui qui relève presque du romantisme. Alors, il y a vraiment... moi, personnellement, j'affectionne cette équipe et j'espère qu'elle va continuer sur sa route. Sur sa route, je dirais pas de l'excellence, mais disons plutôt du travail bien fait. Voilà, c'est comme ça que je voulais le dire. Et on s'en va maintenant vers notre dernier sujet qui, cette fois, concerne un peu moins le mercato, mais qui rejoint, on en a parlé un petit peu d'Alphonso Davies, qui a eu un problème de myocardite.
suite justement aux effets de la COVID-19 qu'il avait contracté. Et la myocardite, on prend ça au sérieux. Hein? Bon, il y a eu. Je sais que c'est pas relié directement, mais on se rappelle pendant l'Euro de Christian Eriksen, dont la chute et les problèmes cardiaques ont fait peur à beaucoup de gens. Hein, cette journée-là au stade, le côté humain a pris le pas sur le côté sportif. Et là, il revient au jeu là, récemment avec un pacemaker, comme on dit. Est-ce qu'on doit se préparer à ce que peut-être la carrière d'Alphonso Davies en soit affectée à cause de ce problème de myocardite alors qu'il est encore jeune, puis que c'est un talent là, qui est quand même, là, on le voit, là, qui est hors du commun avec sa vitesse et tout. Et est-ce qu'il faut se préparer aussi à d'autres dommages collatéraux en Allemagne? Parce que c'est pas le seul joueur qui a contracté la COVID. Et je parle aussi pour des joueurs qui sont récalcitrants à la vaccination, donc ils vont ressentir encore plus les effets. Visiblement, là, je pose la question. Je sais que tu n'es pas médecin, là, je ne demande pas un diagnostic tout de suite, mais est-ce qu'on ne devrait pas se poser des petites questions? Est-ce qu'on a des craintes par rapport à la carrière d'Alphonso Davies? Est-ce qu'on n'a pas des craintes aussi? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres cas qui surviendraient? Parce que justement, l'après-COVID, il y a des choses qu'on découvre, on commence à voir des choses là, qui ressortent. Là, et je pense qu'on n'aura pas fini d'en apprendre sur cette maladie, sur ce virus, au cours des années, des mois, des semaines à venir. Alors, je ne veux pas être négatif, mais je veux dire, comment tu ressens cette situation, David, de ton côté? Est-ce que tu es capable de nous apporter une note positive pour terminer l'émission sur ce thème-là, ou si tu as des craintes partagées comme moi? La note positive, alors là, je rattache simplement très vite une petite parenthèse, c'est le retour aussi de Christian Eriksen, hein, qui n'est pas en Bundesliga, bien sûr, mais tout le monde se souvient des images où on avait eu peur, très peur, pendant le dernier championnat d'Europe. Et Christian Eriksen de retour, c'est quand même une note positive d'ores et déjà, parce que ça veut dire que, alors que bien sûr les sportifs du haut niveau sont très encadrés, il y a une vraie expertise médicale quand même autour de leur présence sur les terrains, son retour est un bon point. Ça, c'est une parenthèse. Il y a quelque chose qui est un peu pénible pour les gens d'information, pour les journalistes, surtout les journalistes sportifs qui sont parfois plus enclins à être des relais des agents que des vrais journalistes d'investigation. Il y a un vrai problème, c'est que les clubs de football, qui sont des entreprises désormais, des marques, voilà, qui sont tournés vers du business, rechignent énormément à communiquer sur le plan médical. On ne franchit plus la porte des vestiaires, on n'a plus le bon diagnostic. C'est très compliqué d'avoir des informations fiables, précises, complètes sur le plan médical pour ce qui est du football professionnel. Donc ça, c'est pas un bon point, évidemment, et ça veut dire qu'on a des limites dans notre analyse de ce point de vue. Donc je fais confiance, moi. Je fais confiance, moi, au protocole qui a été mis en place. Je fais confiance aussi à l'encadrement. Je fais confiance au domaine médical dans des clubs de points et en Bundesliga en général. Et alors, ce qui est un petit peu gênant, c'est de se dire, il y a la pression financière, il y a la pression d'une carrière, il y a la pression éventuellement d'une famille, d'un entourage, mais voilà, on est obligé, encore une fois, on n'a pas toutes les données, on est obligé de faire confiance au processus, on est obligé de faire confiance à l'encadrement médical, et on est obligé de faire confiance aussi. On n'est pas dans un combat on n'est pas au milieu d'un combat de boxe en 15 rounds, où le joueur ou le boxeur serait pas complètement lucide et où il aurait besoin d'une assistance évidente. Là, on peut imaginer aussi qu'il y a une vraie réflexion, entre guillemets, à froid, que les choses... En plus, dans un club comme le Bayern, on a plutôt tendance à faire les choses dans l'ordre et dans les temps et à ne pas les précipiter. Donc, voilà, je suis plutôt optimiste sur ça. Sur ce qui est de la destinée à moyen terme d'Alphonso Davies, je ne m'engagerai bien sûr pas. Mais je pense que si on le voit revenir titulaire ou lors des matchs, c'est que des précautions auront été prises. Voilà, après on croise les doigts pour que sa carrière se poursuive et surtout qu'il aille bien sur le plan de la santé.
Oui, on n'a pas de recul encore sur ce qu'on appelle les Covid longs, sur des éventuels symptômes après coup, après plusieurs mois, etc. Beaucoup de joueurs ont été affectés, beaucoup de citoyens sont affectés aussi, avec pour la plupart quand même, disons-le, des symptômes mineurs, toute proportion gardée, mais des symptômes mineurs. On ne va pas arrêter complètement de jouer. Vous voyez bien que la machinerie est de toute façon bien supérieure à nos discours, à nos modestes discours d'internautes et de journalistes. On ne va pas arrêter la machinerie sous prétexte que quelques joueurs ont eu quelques signaux. Alors c'est un peu horrible hein, ce que je dis, mais il va continuer son métier dans la mesure du possible et dans la mesure où le feu vert lui aura été donné, et on souhaite qu'il puisse s'exprimer à nouveau dans la pleine possession de ses moyens. Voilà. Ben, je le souhaite aussi, d'autant plus que, et ça peut être un élément positif, c'est qu'Alphonso Davies était vraisemblablement vacciné. Donc, au niveau des effets, ça devrait un peu moins se ressentir, même si on a vu un problème de myocardite. Si le moindrement il est bien suivi, puis que moi, je le vois comme quelqu'un de sérieux, de façon générale, dans la vie, j'ai jamais vu Alphonso Davies manquer de sérieux dans quoi que ce soit par rapport à son approche et par rapport à sa façon par rapport à l'hygiène de vie, par rapport, bref, à toutes ces choses là, pour être l'athlète qu'il est en ce moment. Moi, je présume quand il va revenir, ben, il va revenir et il va être en bonne forme. Est-ce qu'on a d'ailleurs une idée à peu près de la date possible de son retour? Là, je sais que la Ligue des champions va évidemment reprendre bientôt, là, mais est-ce qu'on a une idée? Est-ce qu'on a des précisions sur la date possible de son retour au jeu avec le Bayern pour Alphonso Davies? Alors, j'ai pas d'informations personnelles précises. Le Bayern a été sibyllin quant à un éventuel retour, comme il le fait quand même relativement régulièrement, comme c'est ce que je disais tout à l'heure hein, par rapport aux diagnostics médicaux. Alors, il y a toujours la belle communication, on ne prend pas de risques, etc. On attend que le joueur soit apte et tout, ce qui a été plutôt le cas avec Kimmich, même s'il est revenu malgré tout assez tôt, hein, pendant l'hiver. Non, pas d'informations précises. Je pense qu'on veut, pour la Ligue des Champions qui arrive, jouer avec Lucas Hernandez, arrière-gauche, et avec Zule, Pavard ou Pamecano éventuellement. C'est en tout cas l'équipe de départ qui sera alignée en défense. Et donc, ça veut dire que Alphonso Davies, même s'il était de retour, serait un modeste apport de banc. Ah, en tout cas, on va souhaiter qu'il revienne en pleine forme. En tout cas, nous, on a bien aimé les images de ses réactions lorsqu'il regardait les matchs du Canada et les victoires canadiennes. Il était assez excité, merci. Donc, il est visiblement d'assez bonne humeur et assez, je pense, en assez bonne forme. Et suite à ce problème-là, on va lui souhaiter le meilleur et qu'il revienne et qu'il n'y ait pas de suite ou de dommages collatéraux par rapport à ça. La science, effectivement, évolue. Peut-être qu'on sera loin de l'époque où on avait Marc-Vivien Foué qui s'était effondré et malheureusement était décédé lors d'un match. Et que des athlètes, parce que ce n'est pas le seul, là, j'ai nommé cet exemple, que des athlètes là, comme ça s'effondrent et puis malheureusement, c'est une fin de vie triste comme ça sur un terrain. Très Moi, rare, je ne mais souhaite pas ça à tragique, bien personne. sûr. C'est rare, mais c'est tragique, mais ça existe quand même dans l'histoire. Mais avec l'évolution de la science, on va espérer, surtout avec ce qu'on va apprendre de cette pandémie, on va souhaiter qu'il n'y ait pas de. Avec les années, qu'on n'ait pas justement d'après-coup comme ça, qui serait tragique pour pour Alphonso Davies ou pour n'importe quel autre athlète. Ça sera à surveiller. Néanmoins, maintenant, la Bundesliga va poursuivre sa route et il y a les championnats européens qui vont reprendre bientôt. Et on va en parler dans notre prochaine émission au début du mois de mars, où on espère récupérer Anthony Tessier avec nous, qui aura certainement des... on parlait de papillons tantôt, là, il va y avoir des papillons là, pour en parler. Là, et probablement, quand il va nous regarder, il va être encore plus pressé de venir en discuter avec nous. Mais en attendant, merci David d'avoir pris la relève du 2 pour 1 pour parler de ce podcast, là, de cet épisode consacré essentiellement au mercato en Bundesliga.
il s'en sort bien, Mathieu. Il s'est absenté, il a joué son joker au moment où Dortmund a été dévalisé par Leverkusen. Hein. Bon, OK. Bon, ça finit par une boutade et les absents auront toujours tort. Il ne pourra pas répliquer. Mais je présume qu'il va nous réserver sa répartie pour la prochaine émission. On salue Anthony, bien sûr, avec amusement. C'est vrai, hein, il va falloir parler peut-être aussi, si on va y revenir, les fameux matchs en Coupe d'Allemagne qui vont reprendre aussi. Tout à Parce fait. que et ça, je vais en profiter d'ailleurs pour le dire. Les matchs de Coupe sont disponibles gratuitement sur YouTube. Vous pouvez les regarder sur le compte de German Football. Et ils sont gratuits. Habituellement, ce compte-là montre des matchs de 3e, 2e division, là, parfois. Mais les matchs de coupe sont intégralement montrés sur ce compte. Alors, c'est intégral et c'est en anglais. C'est pas en allemand. Même si ce sont des commentateurs, moi je trouve ça toujours fascinant, des commentateurs allemands, mais qui connaissent l'anglais. Alors, il y a cette espèce d'accent qui ressort des fois, là, qui est très, très charmant. Là, mais rassurez-vous, là, on est loin des accents qu'on entend dans les vieux films de guerre. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Puis, et quand je dis ça, ça inclut aussi l'accent franco-allemand. C'est la même chose, mais j'entends très peu j'ai pas eu l'occasion d'entendre des Allemands commentaires français la Bundesliga avec un accent comme ça. C'est probablement que ça aurait fait trop cliché, heureusement. Mais, de toute façon, je pense que David Lortolerie est là pour très bien commenter en français lorsqu'on le lui demande. D'ailleurs, il commente pas juste le football allemand à la télévision, n'est-ce pas? Oui. Il y a différentes choses. Et alors, juste pour rester, pour conclure, si tu veux, Mathieu, sur la Bundesliga, on a parlé de Fribourg en bien depuis des mois et des mois. On continue parce qu'ils ont parfois de courtes défaites, mais ils sont dans la course. J'avais mis un billet sur Hoffenheim. Ils ont subi quelques revers de justesse qui fait que Hoffenheim est un tout petit peu rentré dans le rang. Je vous propose de garder un œil tout particulier pour les prochaines semaines sur Leverkusen qui est en train de densifier un petit peu son équipe et qui va être peut-être, si Dortmund continue de hoqueter, qui va être le concurrent principal pour Dortmund. Gardez bien un œil sur Leverkusen qui est une belle équipe cette saison. Oui, et il y a Cologne qui est 6e, qui est une des surprises aussi cette C'est saison, vrai. mais attention, Leipzig, c'est triste ce qui est arrivé à Jesse March, là, et c'est Bayer Lorzer qui maintenant lui a succédé au poste d'entraîneur-chef. Tedesco maintenant. Là, c'était Tedesco qui est revenu, bon, finalement, parce que j'avais des doutes, moi, sur Bayer Lorzer à ce moment-là. Mais Tedesco, merci pour la mise à jour. Mais Leipzig n'est qu'à 1 point de Cologne, donc ça remonte tranquillement au classement. C'est plus compliqué pour Mönchengladbach, mais je pense qu'ils sont capables de faire mieux là, que la 13e place. Parce que, alors, devant, tu as Mayence qui a connu un départ surprenant. Il y a Bochum aussi qui a surpris quand même, qui est devant aussi. Mais tu parles de Hoffenheim. Hoffenheim sont 8e. C'est déjà mieux que l'an dernier. Donc, attention, là, il y a une triple égalité d'ailleurs avec Leipzig. Là. Je rajoute l'Eintracht Francfort. Et l'Eintracht Francfort, il y a Oliver Glasner qui est là. Alors là, même si Francfort a changé d'identité avec lui, ça a mal démarré, mais là, ça remonte tranquillement aussi. J'ai hâte de voir. Maintenant, pour le bas du classement, bon, Grotterfoot, moi, je pense que les carottes sont déjà cuites. Là. On n'en fera pas un grand cas. Mais après, on a Stuttgart. Eux, vraiment, c'est décevant leur descente. Ils ont encore une fois mal démarré la seconde moitié de saison. Toujours pas de victoire dans leurs 5 derniers matchs. Augsbourg, qui est la place de barragiste, attention, je pense qu'Augsbourg a le pouvoir de remonter. Surtout que tu as quand même l'Arminia Bielefeld est toujours le décevant Hertha Berlin. L'écart de points n'est pas énorme. Et même Mönchengladbach, là, qui est très, très en bas dans le classement. Mais moi, eux, je crois qu'ils ont le collectif pour remonter et se sécuriser assez rapidement. Là. Si vraiment là, ils se donnent la peine là, de bosser, de travailler puis de revenir là, sous de meilleurs auspices. Même Wolfsburg, je pense que ça va remonter un peu, mais je ne l'ai pas dit tantôt dans la discussion, je ne les vois pas remonter dans ce qu'on appelle chez vous le Gotha, voilà, le Gotha européen. J'ai hâte de voir. Je pense que Bochum et Mayence vont descendre quelque peu, mais eux, peut-être Bochum va se retrouver à risque, mais Mayence, là, à moins de connaître une descente aux enfers, Mayence, au contraire, ils ont 2 victoires à leurs 3 derniers matchs. Ils ont une bonne séquence. Ils sont capables d'enchaîner certains succès. Ils ont montré cette année qu'ils n'ont pas envie, comme à chaque année, d'attendre le dernier droit pour enfin être sur la bonne carburation puis finir en force. Ils ont bien démarré, puis là, ils sont 10e. Et ils ont 5 points d'avance sur Bochum quand même. Donc, ils ont un petit coussin. Et ils ont même la possibilité de monter encore au classement si jamais Leipzig, Hoffenheim ou l'Eintracht avaient des ratés, voire Cologne. Alors, donc, c'est... Pour Mayence, là, je pense que ça va jouer entre la 11e et la 17e place, là, ce que j'appellerais
ce que j'appellerais le creux de la vague d'ici la fin de la saison. Mais là, on verra dans la prochaine émission où en sera le classement et on pourra en discuter de plus abondamment et surtout de façon plus profonde. Merci encore une fois, Kaiser David Lortolari. On se retrouve donc d'ici là, au début du mois de mars. On salue encore une fois Anthony Tessy qui devrait se joindre à nous pour cette fois. Et on se dit donc à très bientôt pour un prochain épisode de Kaiser Foot. Salutations.